Bonjour tous. Aujourd'hui on parle de quoi? On va parler de santé mentale dans la communauté noire. Quand on parle de santé mentale, tout de suite on a un peu peur, on se dit que la personne est forcément dépressive, elle est folle, mais pas que. La santé mentale, c'est pas forcément péjoratif, ce n'est pas forcément négatif. Moi, en ce moment, je suis sur plusieurs sujets qui me tiennent à cœur, hein. C'est des projets personnels. Je suis une formation qui est très intense. Pour ceux qui connaissent, je me forme sur l'ERP SAP et c'est vraiment des efforts sur le long cours, soutenus, voilà, j'en passe. Du coup, j'estime que je ne suis pas capable, tout simplement, d'être aussi bonne partout. Donc j'ai prévenu un peu mes proches en disant, voilà, à partir d'aujourd'hui, je vais être un peu absente sur tel ou tel sujet parce que je suis un peu prise. Je préfère garantir ma santé mentale plutôt que d'apparaître comme quelqu'un de forte absolument sur tous les plans et que j'arrive à assurer, à assumer tout ce que je fais. Mais non, j'arrive pas. Je suis un être humain, on a tous des limites. On a des forces, c'est sûr, mais on a des faiblesses aussi. Et limite, faut pas dire que les limites, ce soit un côté négatif. Au contraire, c'est une grandeur d'âme de se dire, je sais ce dont je suis capable ou pas. Donc voilà, aujourd'hui on parle de ça, de santé mentale. Moi, je vais très bien, mais c'est justement pour rester bien, pour rester équilibré avec moi-même, que je décide de mettre un coup de frein, tout simplement, sur certains aspects de ma vie. Je t'invite à t'abonner, comme toujours, active la cloche de notification et surtout, invite tes amis, commente, dis-moi où tu es dans ta vie. Est-ce que la santé mentale, c'est un sujet qui te parle? Est-ce que ça t'a touché de près ou de loin dans ta famille? Voilà, je crois que j'ai tout dit. On se retrouve tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Africanité, la chaîne où on parle société, culture, réussite, échec, personnalité, choix, décision. On parle de tout ce qui nous concerne, de nous en tant qu'Africains, au sein de ce monde, au sein duquel nous devons prendre toute notre place. Bienvenue, installe-toi tranquillement. Aujourd'hui, comme je l'ai dit plus tôt, on parle de santé mentale dans la communauté noire. Alors, ce matin, je lisais un vieil article du Monde qui parlait de ce sujet justement et qui disait la chose suivante: la santé mentale reste taboue dans l'agenda du développement humain en Afrique. Je suis totalement d'accord avec ces allégations parce que rendez-vous compte qu'aujourd'hui, il est très difficile de pouvoir être prise en charge quand on a un souci sur le plan mental, tout simplement, sur le plan psychologique. Touché par des troubles psychologiques au cours de sa vie. Et l'Afrique n'est pas épargnée parce qu'environ 10% de sa population est touchée par des troubles psychologiques, surtout dans les zones qui sont touchées par des conflits, par des guerres, par des combats, comme on connaît. Une personne dans les zones où il y a des guerres, une personne sur 5 dans les zones où il y a des guerres vivent avec de l'anxiété, de la dépression, des troubles post-traumatiques qui sont dus à ce qu'ils ont vécu. Et si je vous disais qu'en Afrique, il y a un psychologue ou psychiatre pour 500 000 personnes. Et pourtant l'OMS recommande un psychiatre pour 5 000 personnes. Le gap est énorme. Le gap est énorme. Ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, c'est qu'on parle de plusieurs sujets, de plusieurs strates dans la société, où pourtant, tous, autant que nous sommes, nous pouvons être touchés par ces maladies, par ces dépressions, par ces moments de noir complet, de flou, voilà. On va juste commencer par les enfants, qui deviennent petit à petit des adolescents, et aujourd'hui, on ne vit plus dans nos campagnes reculées comme c'était le cas avant. Aujourd'hui, on vit dans des villes qui sont des métropoles où il y a du monde et où on a accès à Internet. Nos enfants vivent avec Internet, avec les nouveaux canons de beauté, avec des risques
par moments d'être harcelés sur le net, d'être moqués tout simplement. Ces enfants-là vivent avec tous ces risques aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe quand ils ont un problème au sein de l'école ou dans leur communauté virtuelle qu'ils fréquentent? Qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas accompagnés. Pourtant, ce sont des enfants qui souffrent. Pas plus tard que, je crois que le mois dernier, on a beaucoup parlé de cette jeune fille sud-africaine qui s'est suicidée parce qu'elle avait subi du harcèlement au sein de son école. J'imagine qu'elle n'a pas été réconfortée, qu'elle n'a pas été soutenue comme il le fallait. Mais voilà le résultat aujourd'hui, c'est que depuis les années 2000, le taux de suicide a augmenté de 38% en Afrique. 38%. C'est absolument considérable et j'imagine que aujourd'hui, ce sont des questions qu'on doit vraiment prendre en compte. Nos enfants, avec l'accès à Internet, donc, sont assis dans leur fauteuil, voient de toutes belles filles dans les clips, dans les téléréalités, dans je ne sais quoi encore. Et puis eux, ça va dépendre de comment ils se sentent dans leur peau, mais ils peuvent très très rapidement se sentir complexés. Parce qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'ils sont en pleine adolescence et qu'ils sont en pleine construction et de leur physique et de leur mental. Ils ne sont pas forcément prêts, ils n'ont pas la force psychologique de comprendre que chacun est comme il est. Mais ces enfants-là, ce sont des enfants qui, pour des jeunes filles, vont rentrer dans l'adolescence avec un besoin impérieux d'avoir une longue perruque bouclée, d'avoir de faux ongles, de faux cils, des lentilles. Ces enfants-là vivent dans le déni de ce qu'ils sont. Clairement, simplement. Et ces enfants, moi je me dis que ces jeunes filles par exemple sont des enfants qui sont en train d'appeler au secours. C'est un appel au secours. Un enfant qui ne se sent pas bien dans sa peau jusqu'à aller se rajouter des artifices à n'en plus finir, il y a un souci, c'est pas juste une question d'apparence, ça va plus loin. Ces enfants finiront forcément par se refermer sur eux, par être déprimés et malheureusement ils iront jusqu'au suicide pour certains. C'est dommage. Il y a le philosophe Hegel qui disait qu'on ne peut vivre libre que quand on est dans le vrai. Ces enfants-là ne sont pas libres parce qu'ils ne sont pas dans le vrai. Ils ne sont pas dans le vrai de ce qu'ils sont. Ils ne sont pas alignés tout simplement avec ce qu'ils sont, aussi bien physiquement, culturellement que psychologiquement. Ils ont juste besoin de rentrer dans un moule, le moule de l'adolescent trendy. Je pense qu'une petite consultation, quand on se rend compte que notre enfant a besoin pour sortir d'ajouter plein de choses sur son apparence, ben, qu'il a besoin d'être tout simplement consulté, peut-être la solution. Nous, en tant que parents, on n'a pas forcément les armes pour être confrontés à ces situations. Parce qu'en tant que parents, on a envie que notre enfant soit épanoui. Malheureusement, ça ne marche pas à tous les coups. Il y a des enfants pour qui ce sera beaucoup plus difficile. Et pour ces enfants-là, je pense que voir un psychologue ne peut être que bénéfique, ne peut représenter qu'un levier dans le développement de nos enfants. Maintenant, on va parler de notre vie d'adulte. On se dit que quand on est adulte, ça y est, on a grandi, on s'est construit psychologiquement, tout va bien. On a les armes pour pouvoir adresser tout sujet, pour pouvoir régler toute situation qui se pose à nous. Eh ben non, on se trompe. C'est pas parce qu'on est adulte qu'on a la force nécessaire à supporter toutes les situations. En tant qu'adulte, on peut avoir des problèmes au travail. Il y a des personnes qui subissent le harcèlement moral au travail, la placardisation. Il y a des personnes qui, dans leur vie sentimentale, dans leur vie de couple, vivent quelque chose de toxique. Il y a des personnes qui vont être licenciées. Il y a des personnes qui vont être malades. Il y a énormément de situations, de contextes qui peuvent nous aider, enfin à penser en tout cas, à aller pousser la porte d'un psychiatre. On parle par exemple de licenciement. Un homme en Afrique qui perd son travail, mais c'est un désastre aussi bien pour lui, pour le concerné, hein, ou la concernée, que pour sa famille. Parce que perdre un emploi, c'est un peu perdre de son utilité dans la société. On a l'impression qu'on ne sert plus à rien. On a l'impression que le fait d'avoir été
éjecter de l'entreprise fait de nous une personne non intelligente. Parce que tout simplement, dans cette société, on n'a pas pu faire nos preuves. Mais peut-être qu'on n'était pas tout simplement à notre place, ou peut-être que tout simplement, l'employeur n'a pas vu les ressources que vous aviez en vous. Mais on n'a pas la lucidité quand on est dans ces situations de se dire, de trouver les raisons réelles de ce licenciement, ou tout simplement de les accepter. Donc, c'est à ce moment-là que le psychologue est la personne qui va te poser les questions nécessaires à ton cheminement de réflexion. Aller voir un psychologue, un psychiatre, c'est pas être fou. C'est tellement différent, c'est juste être conscient d'un problème qu'on traverse et prendre conscience qu'on n'a pas forcément toutes les armes à côté de nous. C'est prendre une béquille, prendre... c'est ça. Alors, je suis super fière de ce que je viens de trouver comme métaphore. C'est ça, c'est une béquille, c'est une canne. Quand on se casse une jambe, parce que c'est physique, qu'on le ressent tout de suite, on voit qu'on est handicapé, mais tout de suite, on va prendre une béquille. Une personne âgée qui perd un peu d'équilibre va prendre une canne, mais c'est pareil, c'est pareil. Le psychologue est la béquille, ou l'aide, en tout cas le soutien du mental, tout simplement. Pour nous qui vivons en Occident, ce n'est pas rare qu'on entende parler de charge mentale chez la femme, de surmenage, mais parce qu'on est sur tous les fronts. Il faut qu'on soit une bonne salariée, une bonne employée, il faut qu'on soit une bonne épouse, il faut qu'on soit une bonne maman, il faut qu'on soit une bonne ménagère, une bonne cuisinière, une bonne animatrice pour ses enfants, un bon médecin pendant la nuit quand il n'y a personne. Enfin, il y a tellement de choses auxquelles on pense qu'à un moment, ça peut arriver justement d'être surmené. Le surmenage est une cause normale de consultation, tout simplement, chez un psychologue, parce qu'à un moment, on se sent essoufflé. Pas physiquement, mais mentalement. On sent comme ça une pression qui fait que non, on n'y arrive plus. C'est des petits signes, des petits signaux que notre corps nous envoie, que notre tête nous envoie, qu'il faut qu'on soit capable de décrypter, de lire. Comme je disais plus tôt, par ailleurs, on peut avoir des problèmes de couple. Il faut tout simplement avoir le réflexe de réfléchir et se dire, est-ce que ce couple-là me convient? Est-ce que mon conjoint est celui que je recherchais? Et toutes ces questions font que des fois on est un peu perdu. On ne se sent pas bien dans sa vie. Parler, c'est toujours bien, ça fait toujours du bien. Dans mon entourage, je ne pense pas avoir de psychologue. Je ne suis pas en train de faire l'apologie de la visite chez le psychologue à tout prix. Je dis juste que c'est une option à considérer. Ah si, je connais une psychologue. Salut Sophia. Après, à ce stade, j'ai envie de parler de ce que j'appelle les accidents de la vie. Comment un adulte qui a été malade pendant très longtemps, on parle d'une personne par exemple qui a eu un cancer par exemple. Le cancer, c'est une expérience traumatisante. Pas seulement pour les femmes qui se voient retirer un sein ou les deux. Enfin, il n'y a pas que ça. Il y a les hommes qui ont des cancers de la prostate. Il y a le fait d'avoir vu la mort de près, tout simplement, après de grosses maladies. Ou alors après un accident, tout bête, de la route, où on est handicapé, on a des plaies. Les plaies physiques vont être guéries, reconstruites. Mais on a été touché mentalement. La reconstruction physique s'accompagne forcément d'une reconstruction, j'ai envie de dire, psychologique, parce qu'on a été touché, on a été blessé, on a été meurtri dans son âme, on a été confronté à des situations qu'on n'imaginait pas, qu'on n'avait jamais envisagées. Voilà quoi, juste pour transcender des accidents de la vie. On peut dire que les spécialistes de ces questions-là sont des personnes qui nous aideront à retrouver notre santé mentale. Donc dans la communauté noire, vous voyez très bien que tous les détails que je viens d'égrener peuvent nous concerner. Alors pourquoi nous, ça reste tabou, absolument tabou de se dire oui, j'ai besoin d'aller voir un psychologue. Tout de suite c'est une insulte, quoi? Tu veux me dire que je suis folle? Tu veux me dire que je ne suis pas courageux? Tu veux dire que je suis un faible, une faible? Ça n'a rien à voir, c'est juste accepter
que des fois, de temps en temps, on a besoin de soutien, d'accompagnement avec une personne qui est neutre, qui ne fait pas partie de notre entourage. Quelqu'un qui a grandi avec nous, qui a une amie depuis toujours, n'aura pas forcément l'œil de l'expert qui lui est neutre, qui est objectif. Cela dit, maintenant qu'on sait qu'on est tous des personnes potentielles qui pourraient souffrir d'une maladie mentale à un moment, on se demande ce qu'on fait. Je vais vous lire un passage de l'article que je lisais ce matin justement, qui pourra vous donner un aperçu des conséquences que peuvent avoir la maladie mentale sur nos sociétés. Je vous le lis. Je lis Le Monde. Alors, toute maladie non traitée a un coût pour les individus et pour l'économie. Dans un rapport de 2012 sur le fardeau économique de la maladie mentale, l'OMS a ainsi noté que ces pathologies et les troubles du comportement représentent 26% du temps perdu au travail dans le monde plus que tout autre type de maladie. Avec la pandémie du coronavirus évidemment, qui a renforcé l'isolement de certains et exposé d'autres à des violences verbales ou corporelles, il est peut-être temps de transformer les difficultés rencontrées en vecteurs d'opportunités, notamment pour faire évoluer les mentalités. Il est temps de faire de la santé mentale un enjeu social en Afrique et d'agir concrètement pour une société plus respectueuse et attentive. Ça, c'est Le Monde qui le dit. Je suis totalement d'accord. Sauf que c'est pas toujours facile en tant que particulier que nous sommes de faire entendre nos voix aux politiques. L'idéal serait que les politiques octroient de vrais budgets pour régler ces situations, pour régler ces problèmes, ces difficultés que les populations rencontrent. Je suis contente parce que j'ai découvert en faisant mes recherches que la Côte d'Ivoire s'était engagée sur ce chemin. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres pays, mais en tout cas en Côte d'Ivoire, ils ont commencé un programme national de santé mentale qui pour l'instant s'occupe plutôt des personnes autistes, des enfants autistes et tout ça. Donc c'est déjà un grand pas en avant. Mais le chemin est encore long. Très long. Peut-être que nous, en tant que simples citoyens particuliers, nous avons aussi notre pierre à apporter à l'édifice. Il faudrait qu'on commence comme ça parce que l'histoire se construit de petites histoires qui se raccrochent les unes aux autres pour créer après un effet boule de neige et atteindre une masse critique qui fera que oui, on arrive à faire changer les choses. Mais aujourd'hui, concrètement, il faut considérer que la santé mentale n'est pas un luxe. C'est un droit pour chacun de nous. Il faut qu'on change notre regard sur la maladie mentale. Nous, enfin, chez nous, quand on parle de maladie mentale, quand on parle de problèmes psychologiques, on voit tout de suite le fou qui marche comme ça dans la rue, tout nu, avec des dreads qu'il a obtenus un peu par la force des choses, sans lavage, sans rien. Voilà, mais non. Il faut qu'on change notre regard et il faut surtout qu'on prenne conscience que chacun de nous peut en souffrir. Nos enfants peuvent en souffrir, et surtout qu'on enlève les œillères qui nous aveuglent. Peut-être que si on prenait les problèmes dès la racine, dès le départ, peut-être que ces personnes qu'on appelle folles dans notre jargon habituel n'arriveraient pas où elles en sont. Peut-être que c'est des personnes qui ont appelé au secours dès le départ. Peut-être que ce sont des personnes qui sont malades, mais de façon héréditaire, parce que oui, il y a des maladies qui sont héréditaires, mais voilà. En parlant d'ailleurs de maladies héréditaires, il faut qu'on pense à nos parents qui prennent de l'âge, qui peuvent développer des dégénérescences cognitives, comme par exemple Alzheimer ou Parkinson, et plein d'autres choses encore. Si on s'occupait vraiment, si on prenait un peu de temps pour aller creuser un peu dans ce que c'est les maladies mentales, il y a plein de choses qu'on pourrait éviter. Par exemple, pour les parents, faire en sorte que nos parents continuent d'avoir, après la retraite, une certaine activité physique et intellectuelle. Quand je dis intellectuelle, c'est pousser vos parents à continuer à rencontrer du monde, à être responsables de certaines activités dans la maison, faire des choses qui leur permettent de garder leur cerveau en activité. Parce qu'à partir du moment où le cerveau n'a plus d'activité, il est confronté justement à ce risque-là
de, entre guillemets, choper ces dégénérescences. Donc vraiment, nous, il faut qu'on arrête avec le regard un peu inquisiteur, accusateur, culpabilisant sur des familles qui ont des enfants qui ne sont pas comme on aurait voulu tous. Hein. On rêve tous d'avoir des enfants super beaux, intelligents, mais malheureusement, un enfant, par exemple, qui aura une maladie mentale, ne réfléchira pas de la même façon qu'un autre, mais ça ne veut pas dire que cet enfant est bête ou quoi que ce soit. Il faut juste savoir de quoi il souffre et adapter ses apprentissages, tout simplement. On dit que si tu demandes à un poisson de grimper à un arbre, tout de suite va se sentir bête, hein, parce que il est clairement pas dans l'environnement qui lui est favorable. Arrêtons donc avec la culpabilisation, la stigmatisation. Je pense que les personnes qui sont déjà souffrantes ont déjà un parcours assez complexe à assumer pour qu'en plus on ait, nous qui vivons bien notre vie, à leur rappeler tous les jours qu'ils ne sont pas comme nous. Vu la société dans laquelle on vit, qui est très 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 stressante, il y a énormément de monde qui sont confrontés à la dépression. La dépression, c'est pas une faiblesse, c'est juste que voilà, on n'arrive plus à supporter les trains-trains quotidiens qui s'amoncellent de jour en jour, et puis à un moment on explose, hein, comme quand tu as une mauvaise hygiène de vie, que tu manges mal, que tu ne dors pas, évidemment qu'après il y aura forcément un résultat. Mais ce qui est difficile avec la maladie mentale, c'est qu'on n'arrive pas à la voir. Quand on va dire qu'une personne mange énormément et est grossie, ça c'est visible, ça se voit tout de suite. Donc on arrive à concrétiser cet élément. Mais la maladie mentale, il faut vraiment essayer d'y penser et se dire que la dépression, non, c'est pas une faiblesse, c'est pas que t'es pas une personne digne, non. Et moi je dis vraiment bravo à des personnalités comme l'actrice Halima Gadji qui a retiré la casquette de la femme super belle, la super bonne actrice, et qui dit oui, moi j'ai souffert de dépression, j'ai souffert d'une maladie mentale, mais on peut s'en sortir. Et pour cela, il faut aller toquer à la porte d'un psychologue, que tu sois noir ou blanc. Ça nous concerne tous. Encore, les Occidentaux, ce qu'il y a de bien, c'est que le système de santé fait que c'est quelque chose d'admis dans la société. Aller voir un psychologue, c'est comme, je sais pas moi, aller voir le médecin généraliste, c'est tout à fait normal aujourd'hui, mais pas trop chez nous encore, Donc vraiment, ce serait bien que des personnalités comme ça, comme Halima Gadji, dans la communauté noire, s'engagent pour avoir ces discussions avec tout le monde. Moi, j'ai fait un sujet avec ma sœur, qui elle a souffert aussi de dépression à un moment de sa vie, qui s'en est très bien sortie aujourd'hui, mais c'est un peu notre combat tous de parler ouvertement de ces sujets pour que toi, derrière ton écran, tu saches que tu n'es pas seul, que tu n'es pas, t'es pas une personne folle, que ce n'est pas une honte de se faire aider par un psychologue. Au contraire. Alors moi j'ai pas de problème particulier, mais moi je dis pour préserver ma santé mentale, j'oublie toutes ces histoires de être parfaite partout et tout ça, et surtout pour garder mon efficacité, je choisis, je priorise. Moi mes priorités aujourd'hui, c'est surtout ma famille. Je ne vais pas sacrifier mes enfants parce que j'ai envie que extérieurement je paraisse la plus belle possible, la plus intelligente, la plus impactante. Non. Ça c'est mes choix à moi, parce que j'ai une vie qui fait qu'aujourd'hui je n'ai pas de réels soucis qui vont me pousser à développer certaines maladies, mais il faut savoir qu'il y a des familles où c'est héréditaire, et puis il ne faut pas attendre la dernière seconde pour consulter. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Une bonne santé, c'est aussi bien une santé physique qu'une santé mentale. Nous avons tous une santé mentale qu'il faut préserver. Une bonne santé mentale nous permet à tous de surmonter les différents problèmes de la vie, nous permet de réaliser un travail productif et être efficace dans ce que nous faisons. Être en bonne santé mentale, c'est pouvoir contribuer de façon effective à la vie collective d'une société. Cela dit, on peut dire qu'une bonne santé mentale est le fondement d'un individu, du bien-être de l'individu et du bon fonctionnement d'une communauté.
Je crois que j'ai tout dit. J'attends tout simplement que vous me disiez où vous en êtes dans votre vie. Est-ce que vous êtes passé par des troubles un jour? Est-ce que vous avez fait l'objet de railleries parce que, je sais pas, à un moment de votre vie, vous avez eu certaines difficultés psychologiques, psychiatriques? Est-ce que vous avez été dans des contextes qui ont fait que vous avez dû frapper à la porte d'un psychologue et vous vous êtes rendu compte que ça ne pouvait être que bénéfique? Dites-moi tout. Dites-moi ce que vous pensez de ce sujet si important, mais si tabou en même temps. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de partager autour de vous, comme d'habitude, me laisser des commentaires, des likes. Voilà à tous. Bisous, bisous.